La vente des 2 Airbus A340 d'Air Madagascar, jusqu'alors secrète et qui a été révélée lors de notre édition de ce mardi, a été renforcée par le journal Midi Madagascar. Ce dernier a précisé ce jour que ces avions ont été vendus pour 2 millions de dollars. 35 parlementaires européens ont écrit au FMI pour alerter sur les risques environnementaux des projets présidentiels, autoroutes et routes du soleil à Madagascar. Un ancien député a déploré que ce soit des parlementaires étrangers qui défendent les intérêts des Malgaches, tandis que les parlementaires locaux restent passifs et préoccupés par leurs propres intérêts. De l'actualité internationale, un hélicoptère militaire et un avion de ligne régionale sont entrés en collision au-dessus de Washington dans la nuit de mercredi à jeudi. L'avion qui atterrissait à l'aéroport Ronald Reagan s'est écrasé dans le fleuve Potomac avec une soixantaine de personnes à bord. Alors que les opérations de recherche sont en cours, le trafic de l'aéroport a été arrêté. La vente des 2 Airbus A340 d'Air Madagascar, jusqu'alors tenue secrète, a été révélée au grand public lors de notre édition de ce mardi. Cette information a rapidement été reprise et enrichie par de nombreux médias nationaux qui ont mis en lumière cette cession d'actifs nationaux. Dans son édition du jour, le journal Midi Madagascar a précisé que ces 2 avions ont été vendus pour 2 millions de dollars, soulignant que la transaction était en préparation depuis mars 2024. Selon cet article, le consultant du directeur général de Madagascar Airlines, Thierry de Bailleul, avait adressé un appel à manifestation d'intérêt à ses contacts. De plus, la vente a reçu l'aval du ministère des Transports et de la Météorologie dans le but de rembourser les dettes d'Air Madagascar. L'économie se détériore de jour en jour et nous n'observons aucune nouvelle source de revenus. Des achats imprudents ont conduit à d'importantes pertes. En étant en situation de déficit, la vente de ces avions est devenue inévitable, sous la pression des bailleurs de fonds qui ont perdu confiance, alors que l'effort aurait dû se concentrer sur l'entretien des actifs et la recherche de rentabilité. Comme nous l'avons indiqué dans notre édition, les actifs d'Air Madagascar ont été acquis par des investisseurs chinois. Cette information a été confirmée par cet article de presse qui précise que ce sont bien des opérateurs chinois qui ont finalisé l'acquisition et que le processus de démantèlement a d'ores et déjà débuté. Nous récoltons les conséquences de nos erreurs. En 2025, nous sommes contraints de vendre ces avions pour 2 millions de dollars. Mais à quoi servira cet argent? Qui l'a perçu? Qui a effectué l'achat? Autant de questions qui demeurent sans réponse. Face à ces échecs, ce sont le pays et sa population qui en subissent les répercussions, en particulier les opérateurs qui dépendaient de ces avions. Il est évident qu'Air Madagascar a été mal géré et exploité. Ainsi, la compagnie Air Madagascar a reçu 2 millions de dollars pour cette vente, une somme dérisoire comparée aux dettes abyssales de cette entreprise publique. Endettée, en raison de la mauvaise gestion des responsables successifs, elle se retrouve aujourd'hui en faillite. Cette situation aurait pu être évitée si André Zouel l'avait écouté lorsqu'il était président de la transition, les experts techniciens employés d'Air Madagascar qui l'avaient averti que l'achat de ces Airbus entraînerait d'énormes pertes pour la compagnie. Résultat, nous devons 46 millions de dollars à Air France, conformément à la décision rendue par le tribunal de Paris dans cette affaire des 2 Airbus. Aujourd'hui, il est prouvé que les actifs d'Air Madagascar ont été vendus. Mais une question taraude les observateurs. Ces avions ont-ils vraiment été vendus pour seulement 2 millions de dollars? Où sont les documents relatifs à la transaction? Car il est évident qu'elle a été actée, puisque les acheteurs sont en train de les récupérer à Ivatu. Le prix d'un Airbus A340 ne peut pas être d'1 million de dollars, surtout si la vente avait fait l'objet d'un appel d'offres ouvert et non de cette transaction opaque organisée par le dirigeant étranger de Madagascar Airlines. Des explications officielles de ce directeur général de Madagascar Airlines et du ministre responsable sont attendues face à cette braderie flagrante de biens national. « 35 parlementaires européens ont adressé une lettre à la directrice générale du FMI pour dénoncer le danger environnemental que représente le projet présidentiel d'autoroute reliant Tana-Givetomasen et le projet de route du Soleil qui traversera le sud vers le nord de l'île. Une situation honteuse, a déclaré un ancien député et président du parti Kindan, car ce sont des parlementaires étrangers qui se soucient
et défendent les intérêts de 30 millions de Malgaches au lieu des parlementaires malgaches, ceux-ci qui sont plus occupés à se battre pour leurs intérêts personnels, tels que les 4x4 et diverses indemnités, et restent silencieux et passifs lorsque les intérêts des Malgaches et de leurs descendants ou du pays sont menacés. Il n'y a aucune étude ni analyse des lois avancées par l'exécutif à Tsimazaz. Les députés sont immédiatement pressés de lever la main, quelle que soit la teneur des textes, même s'ils sont contraires à d'autres lois ou non conformes aux accords internationaux. Selon cette lettre des parlementaires européens, de nombreux parcs nationaux, le secteur agricole et la production d'énergie à Madagascar sont menacés par les projets autoroutes et routes du soleil. De plus, ces projets de Radziwiłł ne sont pas conformes aux objectifs, aux priorités et aux perspectives du FMI. Des projets qu'il envisage de réaliser avec l'argent du FMI, soit 321 millions de dollars que Madagascar devrait recevoir dans le cadre de la FRD, Facilité de résidence et de durabilité, et qui pourraient être débloqués en mars prochain. Les Européens savent que ce projet est précipité et mal réfléchi, né d'un simple rêve plutôt que d'une véritable planification. Ils y voient une initiative imposée de force, sans prise en compte des enjeux environnementaux, d'autant qu'aucun pacte écologique n'a été établi en amont. Attachés à la préservation des forêts et de l'environnement, ils réagissent ainsi, ce qui est compréhensible. De plus, la manière dont leur ancienne ambassadrice a été traitée a laissé des traces. Ce projet semble avoir été mis en place dans l'unique but de générer des fonds, sans réflexion approfondie. Dans ces conditions, les Européens ne s'y engageront pas. Selon la lettre adressée au FMI par les parlementaires européens, le projet d'autoroute causera d'énormes problèmes à Madagascar en raison de la destruction de 2 zones protégées, le corridor Akenin-Nzamene et celui d'Angavanzurzourbe. En ce qui concerne plus particulièrement le corridor Akenin-Nzamene, celui-ci assure l'approvisionnement en eau de la centrale hydroélectrique d'Andekelek. Si la zone protégée est détruite à cause du projet d'autoroute, les difficultés des Malgaches en matière d'accès à l'électricité et à l'eau seront encore plus importantes qu'actuellement, selon les parlementaires européens. Le parc national de Makir sera également dévasté par le projet de route du soleil. Les étrangers sont soucieux et se donnent la peine d'enquêter sur la situation à 8500 km de l'Europe et prennent les responsabilités qui s'imposent face à cette situation. Il est étonnant de constater que nos parlementaires ne s'intéressent pas à cette affaire. Ils devraient examiner ce projet de près et évaluer ses impacts environnementaux et sociaux. Pourtant, ils restent passifs, laissant aux parlementaires étrangers le soin de tirer la sonnette d'alarme sur les dangers de ce projet pour notre environnement. C'est une honte que ce soit des élus d'autres pays qui se préoccupent de l'avenir de notre territoire pendant que les nôtres se contentent de lever la main à l'Assemblée nationale. Face aux menaces qui pèsent sur Madagascar, avec ses projets d'autoroute et de route du soleil, qui n'ont pas fait l'objet d'études environnementales et sociales appropriées, et que le régime d'Radziwiłł envisage de réaliser avec les 321 millions de dollars du FMI, les parlementaires européens, avant que le FMI ne débloque les fonds de la FRD, appellent à un examen des accords et des conditions afin d'éviter la destruction de ces aires protégées. Ils exigent l'interdiction de la destruction de l'environnement et l'inclusion de la protection des parcs nationaux dans l'utilisation de ces fonds. Ils demandent également la participation de toutes les parties prenantes, telles que la société civile et les experts, afin d'assurer la transparence de la gestion et le respect de l'environnement et de la société. Les parlementaires européens ne veulent pas être responsables de la destruction de l'environnement à Madagascar, car une partie des fonds de la FRD provient de l'Europe, ce qui justifie leur prise de position. Si les parlementaires étrangers réagissent, ceux de Madagascar restent silencieux, passifs, même lorsque les richesses du pays sont exportées illégalement et découvertes à l'étranger, ou face aux nombreux cas de corruption qui ont secoué le pays et ont eu un écho au-delà des mers. Mais aucune enquête parlementaire n'a été ouverte, aucune convocation des responsables concernés n'a eu lieu devant l'Assemblée nationale pour demander des explications. Des pratiques qui expliquent pourquoi Madagascar n'arrive pas à progresser. Pour assurer une production d'électricité continue, le Conseil des ministres a approuvé hier un accord de paiement entre l'État, la Tirama et Jovena
pour la fourniture de fuel lourd HFO à la Tirama afin de produire de l'électricité pendant la période allant de janvier à mars 2025. Il n'est plus acceptable d'avoir des interruptions de fourniture d'électricité en raison du manque de réserve de carburant, a déclaré André Dwill dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Cependant, les politiciens ont indiqué que la solution au délestage réside dans la réalisation de grands projets de production d'électricité, tels que les projets Saoufk et Voulbé, et non dans l'assurance de l'approvisionnement en fuel lourd qui a déjà endetté l'État malgache et la Tirama. Ces projets qui avaient été initiés par le régime précédent sont actuellement bloqués en raison du manque de continuité de l'État. Si les dirigeants ont choisi de privilégier l'utilisation du carburant, c'est sans doute pour une raison bien précise. Cependant, en matière de gestion, il existe une bonne et une mauvaise approche et pour l'instant, nous ne constatons que de la mauvaise gestion. Notre pays dispose pourtant de solutions viables à travers les énergies renouvelables, une orientation déjà amorcée par le précédent président. Cela soulève la question essentielle de la continuité de l'État. Comment mobiliser efficacement nos ressources afin de réduire progressivement notre dépendance au fioul lourd? La mauvaise gouvernance et la recherche d'intérêts personnels sont parmi les facteurs qui bloquent ces grands projets. Il n'est donc pas surprenant que les proches du pouvoir et les personnes jouissant de privilèges indus s'enrichissent sur le dos des deniers publics, sans redevabilité envers la population. C'est avant tout une question de mauvaise gouvernance. Peut-être que le projet Voulbé ne présente aucun intérêt pour certains, tandis que l'utilisation de fioul lourd leur offre des opportunités d'affaires lucratives. Pourtant, ce choix qui coûte cher pèse lourdement sur les Malgaches. L'une des 13 villes non tenues d'André Dwill est la résolution des problèmes d'électricité à Madagascar. Les plaintes foisonnent, mais les solutions proposées par les autorités sont toujours à court terme. La création d'usines de production d'engrais a été approuvée hier en Conseil des ministres. Cette décision, selon les explications, s'inscrit dans la politique agricole visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cependant, certains observateurs politiques s'interrogent. Ces usines verront-elles réellement le jour ou finiront-elles comme tant d'autres projets annoncés par rester de simples promesses non tenues? Les idées ne manquent pas, et elles ont été nombreuses au fil des années. Mais, le véritable problème des dirigeants réside dans leur capacité à les concrétiser. À Madagascar, les priorités sont claires depuis longtemps, soutenir les producteurs, moderniser l'agriculture par la mécanisation et permettre aux agriculteurs de générer des revenus durables. Ce n'est donc pas le manque de solutions qui freine le développement du secteur, mais plutôt l'absence de volonté politique pour en faire une réelle priorité. Les dirigeants ne devraient pas créer de nouvelles structures s'ils veulent que les Malgaches atteignent l'autosuffisance alimentaire, mais ils doivent plutôt soutenir et aider le secteur privé. Le manque de considération pour la continuité de l'État est un problème qu'André Dwill a rencontré jusqu'à présent, a ajouté ce politicien. Les dirigeants s'impliquent excessivement dans l'entrepreneuriat, alors même que l'État est fragile. Cela pose question, ne sommes-nous pas en train de nous tromper de politique? Plutôt que de multiplier les interventions publiques, pourquoi ne pas renforcer davantage le secteur privé afin d'accélérer la mécanisation industrielle, en particulier dans la production rurale? Après 6 ans au pouvoir, pourquoi cette transition n'a-t-elle pas été amorcée dès 2019? Deux problèmes majeurs se posent, l'incapacité des dirigeants à identifier les véritables priorités et le manque de volonté du président actuel à assurer la continuité de l'État. Pourtant, de nombreux accords ont été conclus avec les bailleurs et les investisseurs pour financer des projets structurants dans l'agriculture, l'élevage et l'économie bleue. Mais où en sont-ils aujourd'hui? Le président a également annoncé lors du Conseil des ministres la distribution du riz importé au prix de 750 alias le capoc. Cela prouve que les objectifs fixés actuellement ne sont que des solutions palliatives et ne règlent pas les problèmes de fond, ont ajouté les économistes. Si l'importation permettait de résoudre le problème en profondeur, on n'aurait plus besoin d'importer. Il aurait fallu depuis longtemps examiner une stratégie pour aider les agriculteurs et les producteurs au lieu d'attendre ce deuxième mandat.
Les économistes et les politiciens n'ont cessé de souligner que l'approche des dirigeants, qui consiste à ne pas s'attaquer aux problèmes de fond et à ne pas mettre en place une stratégie durable pour développer la production locale, n'est absolument pas une solution. L'équilibre entre l'offre et la demande n'est pas respecté. Le CTU, ou l'Union des coopératives de transport urbain, n'est pas encore prête à baisser les tarifs de transport selon les déclarations des responsables aujourd'hui. Selon leurs calculs, la baisse actuelle du prix du carburant n'est pas suffisante pour permettre une diminution des tarifs. La plupart des véhicules de transport en commun ont des pièces détachées qui tombent souvent en panne et doivent être remplacées en raison du mauvais état des chaussées de la capitale. Le prix des pièces a presque doublé, pour ne citer que les pneus, qui coûtaient entre 80 000 et 100 000 $ auparavant et qui coûtent maintenant 300 000 $. Tous ces éléments doivent être pris en compte selon le CTU. La baisse de 140 arrières du prix du carburant ne justifie pas, avec la réalité quotidienne des transporteurs de la capitale, une réduction du tarif des transports. La raison est simple, le calcul du coût du transport ne se limite pas uniquement au carburant. D'autres facteurs entrent en jeu, notamment l'entretien des véhicules, les pièces de rechange, et bien sûr, la rentabilité de notre activité, car nous sommes avant tout des entrepreneurs investissant dans le transport de passagers. Tant que seule la baisse du carburant est constatée sans une réduction des autres charges, il est difficile d'envisager une diminution du tarif, qui restera donc fixé à 6 cents arrière pour le moment. En ce qui concerne les coopératives de transport dans la capitale en particulier, il n'y a pas encore eu de discussion concernant une éventuelle baisse des tarifs, que ce soit entre les coopératives elles-mêmes ou avec l'État. Seules les lignes régionales et nationales ont jusqu'à présent entamé des discussions avec l'État concernant une éventuelle baisse des tarifs. Le prix du carburant est assuré d'augmenter, surtout en mois de février, ce qui explique pourquoi le CTU refuse de modifier les tarifs. Ces derniers pourraient même augmenter les tarifs un peu plus tard en cas de nouvelle hausse du prix des carburants. Si le prix du carburant augmente, une révision du tarif des transports sera inévitable, car le coût de la vie ne cesse de grimper. Cette décision reviendra à l'Assemblée générale de l'UCTO, qui déterminera s'il y a lieu d'augmenter les tarifs et de combien. Une fois cette décision prise, des discussions seront engagées avec les autorités, car les transporteurs ne peuvent pas agir unilatéralement sans concertation avec les instances concernées. Par ailleurs, aucune information n'a été reçue concernant l'application de la baisse des tarifs chez les lignes régionales et nationales à Antananarivo, qui ont pourtant annoncé conjointement une baisse des tarifs. Pour rappel, depuis la nuit du 19 janvier, le prix du litre du gasoil a baissé à 4 760 $, contre 4 900 $ auparavant. Cela représente une différence de 140 $. Le prix de l'essence a également baissé de 200 $, passant à 5 700 $ le litre dans les stations-service. Les étudiants des cités de l'université d'Agathe sont exaspérés par le manque d'eau. Les étudiants d'Agathe 1, les premiers touchés, ont tenu une manifestation pour exprimer leur mécontentement la nuit dernière. Leurs études sont perturbées par cette situation, selon leur tir. Ils passeront à l'étape supérieure si aucune mesure n'est prise rapidement. Rehefa nandrasana ny rano tsy nisy ihany tsy nisy vahaolana tonga amin'ny mpianatra nitrotra izay nanao fitakiana ampilaminana. Lorsque l'approvisionnement en eau a cessé et n'a jamais repris, les étudiants se sont insurgés et ont exprimé leurs revendications de manière pacifique. Le véritable problème est que les étudiants n'ont plus le temps d'étudier la nuit, leur attention étant détournée pour surveiller l'arrivée de l'eau. Lorsqu'elle finit par arriver, c'est goutte à goutte, créant de longues files d'attente. Après la manifestation, l'eau a coulé pendant 3 heures, mais avec une pression extrêmement faible, et certains étudiants en ont eu, d'autres non. Aujourd'hui, nous attendons un rétablissement régulier de l'approvisionnement en eau, afin que les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions. Si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités, nous serons contraints d'aller plus loin pour faire entendre notre message. Les étudiants sont privés d'eau depuis près de 2 semaines. Ils demandent aux responsables de résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Nous, les étudiants, souffrons énormément de cette situation. Après des journées de cours épuisantes, nous devons encore attendre le retour de l'eau, sans savoir à quelle heure cela arrivera, parfois même après minuit. Nous ne dormons pas la nuit.
Nous demandons aux autorités de prendre des mesures pour résoudre ce problème d'approvisionnement en eau. Le problème ne date pas d'aujourd'hui, mais dure depuis de nombreux mois. Il n'a toujours pas été résolu. Cette situation montre le manque d'importance accordée par les dirigeants à l'éducation et à son environnement. Les revendications des étudiants sont motivées par leurs difficultés et ne sont pas d'ordre politique, ont déclaré les étudiants interrogés aujourd'hui. Lors du passage de nos journalistes sur les lieux, des représentants de la Chirama étaient également présents, mais leur intervention n'avait aucun lien avec ce problème d'approvisionnement en eau. Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football de Madagascar, les Barea A, Corentin da Silva Martins, a été officiellement présenté aujourd'hui au stade Barea Mahamassen. Son objectif principal est de qualifier Madagascar pour la Coupe du monde de football 2026. Cet entraîneur possède une expérience professionnelle dans l'entraînement d'équipes nationales de plusieurs pays, dont l'équipe de Bordeaux. Le nouvel entraîneur a assuré que sa sélection de joueurs pour l'équipe des Barea de Madagascar sera axée sur le professionnalisme et qu'il choisira les joueurs en conséquence. Les Barea affronteront la Centrafrique et le Ghana dans cette semaine. Ce sera le premier test pour le nouvel entraîneur, Corentin Martins.